Bonsoir à tous. Un au-delà du miroir ce soir avec deux hommes dans les studios. Il s'agit de Guillaume de Brébisson et de Marc Bramy. Guillaume de Brébisson est un ancien journaliste devenu thérapeute psychocorporel biodynamique. Quant à Marc Bramy, il est psychologue, psychothérapeute en libéral. Il a une maîtrise de psychologie clinique, un master en recherche de psychologie cognitive à l'université de Paris 8, un DU, un handicap psychique à Paris 5, et tous deux sont assistants de formation à l'école biodynamique Montpellier. On commence par qui ? Pourquoi pas, bonsoir. Oui, alors Marc Bramy, vous venez de loin, vous. Hein ? Oui, je viens de Saint-Étienne, oui. Saint-Étienne, c'est pas à côté ? Mais non, mais c'est un plaisir d'être là. Et ensuite, Guillaume de Brébisson. Bonsoir. Vous venez de plus près, vous ? Oui, moi je suis dans le 78, en Péray-en-Yvelines. D'accord. Pas loin d'ici. Alors vous êtes rencontrés comment tous les deux là ? On s'est rencontrés à l'école de biodynamique, où on a tous les deux fait notre formation de psychothérapeute corporel, ou de thérapeute psychocorporel, selon le terme qu'on préfère. Alors on va parler de la psychologie biodynamique. C'est pas très connu cette psychologie, pourtant elle a quelques années. Étrangement, oui. La psychologie biodynamique, ça date des années 70 à peu près, sous sa forme actuelle. Ça a été fondé par Gerda Boysen, une femme assez extraordinaire, une Norvégienne, qui a, dans sa jeunesse, été formée à la fois au massage et simultanément à la psychologie, avec un élève d'un grand psy très connu qui était Wilhelm Reich, et qui avait déjà eu cette intuition magnifique de penser que ce qui se passait dans la psyché se passait aussi dans le corps. Et Gerda, avec à la fois sa formation, ses intuitions, les rencontres qu'elle a faites, son travail corporel avec un certain nombre de patients, a découvert tout un tas de liens très précis entre la psyché, c'est-à-dire la psychologie, et le soma, c'est-à-dire le corps. Et puis elle a constitué un enseignement progressivement. C'est cet enseignement qui nous a été dispensé et que nous poursuivons nous aussi à l'école de biodynamique en tant qu'assistant. Ok, alors il est dit, c'est une introduction, dans l'introduction, que cette psychologie biodynamique existe donc depuis plus de 50 ans. Pourtant, malgré l'intérêt qu'elle présente, elle reste relativement confidentielle, et une des causes principales de cette confidentialité est sans doute le peu d'écrits qui en traitent. En langue française, jusqu'à une date très récente, il n'existait que le livre de sa fondatrice, donc Gerda Boysen, entre psyché et soma, plus proche d'une autobiographie que d'une introduction technique. Donc, ce qui est bien, c'est que le livre que vous venez d'éditer, comprendre et pratiquer la psychologie biodynamique, finalement, va aider des personnes qui ne s'y connaissent pas, mais aussi beaucoup d'étudiants. Le but était à la fois de faire connaître la méthode et aussi de permettre à ce que la théorie soit enfin un petit peu plus écrite. Voilà, qu'on ait des textes. Effectivement, on manquait un peu de texte qui structure la manière dont la méthode a été créée, la manière dont elle est pratiquée, les liens divers avec les autres branches de la psychologie, des autres thérapies corporelles, parce que c'est vraiment une méthode qui s'inscrit dans un historique qui est assez passionnant d'ailleurs. Partons de Freud, puisqu'il y a une énorme branche psychanalytique, enfin il y a une vraie filiation avec la psychanalyse, et puis les aspects corporels qui ont été donc introduits par Wilhelm Reich, qui était un élève de Freud, qui lui, comme Guillaume l'a expliqué, avait introduit déjà des liens entre la psyché et le soma, que Gerda Boysen a étendu. Voilà, donc. Alors justement, la psychologie biodynamique s'inscrit dans le courant des thérapies psychocorporelles, vous venez de le dire. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez définir par ce terme de psychologie psychocorporelle ? Psychocorporelle, en fait, c'est très simple. Ça signifie que ce qui se passe dans notre psychisme, c'est-à-dire tout ce qui est l'objet en particulier de la psychanalyse,
comment on fonctionne à l'intérieur de nous, se passe également dans notre corps. Autrement dit, pour les psychologies psychocorporelles, le corps et la psyché, c'est la même chose. C'est même pas les deux faces de la même pièce, c'est exactement la même chose. Et il y a plein de bon sens qui nous vient d'autrefois, qui dit exactement la même chose. Quand on dit j'en ai plein d'eau, on dit quoi? On dit à la fois qu'on en a assez de la situation qu'on est en train de vivre, et on dit aussi qu'on a mal au dos. Et effectivement, quand on en a plein de dos pendant des années, et ben petit à petit, on va finir par se courber, comme si on portait une lourde charge sur ses épaules, et cette charge, elle est en fait mentale. Mais le corps, tout de même, se modifie. Les psychologies psychocorporelles parviennent à travailler à la fois sur le corps et sur la psyché, pour que quelqu'un qui en a plein de dos retrouve sa vivacité, sa joie de vivre, et également se redresse corporellement parlant. Alors, est-ce que vous passez par le corps ou est-ce que vous passez par l'esprit? Les deux. L'un ou l'autre, les deux en même temps, l'un puis l'autre. Et de toute façon, c'est la même chose. Donc, très concrètement, je peux prendre moi un autre exemple. L'angoisse, quand vous êtes angoissé, est-ce que c'est corporel, est-ce que c'est psychique? Moi, je peux pas vous répondre parce que c'est les deux, c'est l'un en même temps que l'autre. Et donc, on peut traiter vraiment directement sur le corps l'angoisse. Il y a un pendant psychique sur lequel on peut travailler aussi. Ça peut être, ça peut remonter à des souvenirs. Enfin, on peut faire vraiment un travail qui serait plus de l'ordre du psychanalytique, mais on peut vraiment, vraiment directement passer par le corps. En massage, il y a vraiment des choses finalement assez simples à faire, par exemple, pour faire passer l'angoisse. Alors, vous avez utilisé le mot massage. Il y a quand même un toucher du corps. C'est pas une psychothérapie allongée sur un lit où on discute de loin avec son thérapeute. Non, c'est psychocorporel et on touche nos patients avec leur accord, évidemment. Je précise tant qu'on y est qu'ils restent habillés, mais ça n'empêche pas qu'on va intervenir sur leur corps directement. Donc concrètement, ils sont couchés sur une table. Enfin, concrètement, dans un premier temps de la séance, en général, on discute avec eux et puis ils nous disent, par exemple, je vis beaucoup d'angoisse en ce moment. On essaye de comprendre un peu ce qui se passe pour eux. Et à un moment donné, on va leur demander de s'allonger sur la table de massage. Et là, on va travailler avec le corps. Choisir ce moment, ça, c'est le savoir-faire du thérapeute. En général, c'est un moment où l'émotion commence à venir. Pourquoi l'émotion? Parce que c'est justement, finalement, le pont entre la psyché et le corps. Quand on a une émotion, on a la boule au ventre, on a la gorge qui se serre. C'est-à-dire que on exprime quelque chose d'intérieur, de l'esprit, et on l'exprime avec le corps qui réagit. Donc c'est le moment idéal pour passer en massage et progressivement travailler sur la source du problème. Et pour compléter un petit peu, oui, il y a du toucher, oui, il y a du massage, mais pas que. C'est-à-dire que justement, quand vous dites, en tout cas quand vous posez la question, c'est pas juste quelqu'un qui est allongé et qui parle. On n'est pas obligé de toucher. La personne peut aussi être allongée ou même être debout. On peut faire des exercices. Il y a tout un aspect qu'on appelle la végétothérapie, qui est elle-même déjà dérivée de Reich, qui utilisait ce terme, qui a été sans doute le premier à utiliser ce terme d'ailleurs, où effectivement on peut inviter la personne, enfin c'est un peu la méthodologie de base, c'est inviter la personne juste à se laisser sentir ce qui se passe dans son corps. Et en général, l'approche biodynamique consiste à aider à ce que ce qui est, on va dire, à l'intérieur puisse émerger. On essaye de construire un espace de liberté qui permet à ce que toutes les impulsions de l'intérieur du corps puissent être senties d'abord, être exprimées. Alors ça peut être verbal et puis ça peut être dans des mouvements, ça peut être effectivement souvent ça passe par des émotions et ça passe par tout un tas de choses. Donc là aussi c'est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a du verbal et en même temps le corps est complètement au centre du travail. Et il n'y a pas nécessairement de toucher pour autant. Voilà, c'est ce que j'essayais je veux préciser. Ok, on va parler de Wilhelm Reich, donc 1897-1957. Qui nous en parle? Le grand spécialiste de Reich. On va se battre. Wilhelm Reich. Alors Reich, c'était à l'origine un médecin.
C'est-à-dire que très rapidement, il s'est intéressé à la médecine. De mémoire, c'était déjà parce qu'il se passionnait pour la psychanalyse. Et à l'époque, Freud insistait beaucoup pour que au-delà d'insister d'ailleurs, il était obligatoire d'être médecin pour pouvoir devenir psychanalyste. Et Reich s'est révélé un des meilleurs élèves de Freud. C'est-à-dire ça a été un des plus jeunes déjà. Et il s'est révélé très doué, et entre autres choses, très doué dans le fait qu'il a essayé de rendre assez explicite la technique psychanalytique, voilà, de faire en sorte que les psychanalystes soient formés d'une manière assez explicite, assez structurée, etc. C'était quelqu'un de vraiment doué. Maintenant, comme beaucoup de gens, il s'est un peu brouillé avec Freud au bout d'un moment, et surtout, il a commencé à avoir des tas de problèmes parce que effectivement, il était, comme on le rappelle dans le livre, il était juif déjà, juif, communiste, et il vivait en Allemagne. Il vivait en Allemagne. C'était pas vraiment le bon moment. C'était ni le bon moment ni le bon endroit, et il était psychanalyste, ce qui n'était pas forcément terrible non plus. Donc, il a commencé en fait à avoir des tas de problèmes avec tout le monde, c'est-à-dire que alors, il était communiste, mais au bout d'un moment, il a commencé à moins se préoccuper de lutte des classes et se préoccuper plus, alors c'est encore de la lutte des classes, mais à se préoccuper plus généralement de ce que la société fait au corps et à la psyché des gens. Et ça dépassait juste les questions marxistes de base, on va dire. Avec les psychanalystes, il s'est un peu brouillé aussi parce que il était un peu trop communiste. Et puis, voilà, il était juif, donc ça partait mal. Donc, concrètement, il a fini pour résumer très rapidement, il a fini par fuir et il s'est retrouvé aux États-Unis. Oui, mais d'abord il a fait un petit passage en Norvège. Et c'est là qu'il a rencontré Madame Boysen. Non, en réalité, ils ne se sont jamais rencontrés. Mais il a commencé à former un certain nombre d'analystes aux techniques corporelles, sachant que la Scandinavie, d'une manière générale, c'est le pays de la gymnastique. Voilà, du massage suédois, ouais. Etc. Et la Norvège, en Suède, en Norvège, il y avait tout un tas de pratiques corporelles déjà. Il y avait tout un tas de gens dont on peut parler, mais voilà, on a peut-être qu'une heure, donc ça irait loin. Mais il a commencé à former des gens. Il parlait de cuirasse. Ah, alors, voilà. Rentrons plus dans la technique et moins dans l'histoire. Reich a commencé à vraiment élaborer des théories sur les liens, justement, entre la psyché et le soma. Et entre autres choses, il a eu un certain nombre d'intuitions qui peuvent sembler aller de soi aujourd'hui, mais c'était pas le cas à l'époque, sur l'idée que, entre autres choses, ce qui nous arrive va d'une manière ou d'une autre s'incruster, entre guillemets, dans la musculature. C'est-à-dire, pour le dire très simplement, si je veux frapper mon patron parce qu'il m'énerve, normalement, je vais pas le faire, parce que je sais que je vais avoir un problème. Mais ça veut dire qu'il va y avoir deux impulsions contradictoires dans mon corps. L'envie de le frapper, et puis le truc qui va me dire c'est peut-être pas le moment, ou c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Et donc, c'est comme s'il y avait un mouvement dans un sens, un mouvement dans l'autre. Et quand ce genre de choses se reproduit trop, ou trop souvent, il y a un certain nombre de modifications qui se font dans le corps. Alors évidemment, c'est peut-être pas juste un exemple comme celui-là, mais un enfant qui, par exemple, doit abandonner l'idée d'être pris dans les bras, il va se passer des choses au niveau de ses bras à lui. Il va juste, par exemple, il va renoncer à tendre les bras vers sa mère, un truc tout bête comme ça. Il va se passer des choses dans la musculature des bras, voilà, pour faire simple. Donc ça c'est ce qu'on appelle des cuirasses. C'est-à-dire, par exemple, un muscle qui commence à se figer, il devient dur. C'est pas forcément le muscle d'ailleurs, c'est le tissu conjonctif, mais on va pas forcément rentrer dans ces détails, mais voilà, il y a des choses qui durcissent dans le corps et qui finissent par empêcher certains mouvements, mais c'est au-delà de juste empêcher des mouvements. C'est-à-dire que l'effet corporel va être que on va manquer de tonus dans une certaine partie du corps, par exemple, mais parallèlement, ça va, figer aussi l'anxiété. Ce qui pourra être explicable en termes psychanalytiques, mais sans même rentrer dans ces détails-là, quand une zone se cuirasse, on va dire que les émotions qui sont liées au mouvement qui est plus possible finissent aussi par se figer et par éventuellement plus être conscientes. C'est une compensation. On est obligé de compenser le manque. Il y a des compensations. Il y a des
Il y a de la compensation. Il y a ce dont Marc parle, en fait, c'est que Wilhelm Reich a commencé par travailler sur le caractère. Le caractère au sens où on emploie ce mot habituellement. J'ai un caractère grognon, il a un caractère enjoué, etc. Et Reich disait que lorsque on débute une psychanalyse avec un patient, il nous oppose son caractère. Par exemple, le patient toujours gentil, qui a toujours le sourire, qui est toujours content, qui est toujours très très poli avec son médecin, etc. C'est un patient qui n'avance pas parce qu'il oppose à son médecin sa politesse, son sourire contraint, etc., etc., qui font un barrage pour empêcher le médecin d'aller derrière ce barrage, fouiller ce qu'il y a dans le passé, ce qui est difficile pour la personne, et c'est la seule manière de la faire avancer, cette personne-là. Donc, en même temps qu'elle vient en thérapie pour se soigner, elle bloque les choses. Et donc, Reich disait, il faut attaquer le caractère. Mais en attaquant le caractère, il s'est rendu compte de tout ce que Marc expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des blocages musculaires qui vont avec certains types de caractères. Des gens qui sont habitués à faire beaucoup d'efforts ont un type de morphologie où le dos est très développé et justement cuirassé, c'est-à-dire que ça ne bouge plus. Donc il a compris qu'on pouvait intervenir sur le corps en faisant déjà des massages ou des mobilisations corporelles qui allaient modifier les choses dans le corps et que lorsque les choses en question auraient été modifiées dans le corps, le caractère allait changer lui aussi. Puisque, de la même façon que Marc décrivait tout à l'heure, le bébé qui, par exemple, finit par abandonner l'idée de tendre ses bras vers sa maman parce que sa maman ne le prend pas dans les bras, il va se créer une forme de résignation. Ce bébé-là, quand il aura 45 ans, il ne saura plus tendre les bras très longtemps vers le ciel, il n'y arrivera pas, et il sera toujours résigné. Et il s'attendra à ne pas être aimé. Et un jour, il viendra voir un psy parce qu'il découvrira que c'est la 5e ou la 6e histoire d'amour qui rate, alors qu'en fait, il se rend compte après qu'il était aimé, mais sur le moment, c'était juste insupportable pour lui, parce que c'est une émotion à laquelle il n'avait pas accès, car elle lui était interdite. Et la manière de travailler là-dessus, c'est de travailler, entre autres, sur le corps. Voilà, ça, c'est les intuitions géniales de Reich, et c'est ce qu'a repris Gerda Boysen ensuite. Alors, il avait des intuitions, c'est lui aussi qui avait... il a prétendu en effet mettre en évidence l'existence d'une énergie primordiale qui baigne et sous-tend la totalité de la matière existante, une énergie cosmique dont il a donné le nom d'orgone. Et c'est là où ça passait pas trop là. Oui, finalement, c'était plus simple d'être juif communiste et psychanalyste en Allemagne dans les années 30 que de parler d'énergie cosmique aux États-Unis dans les années 50, bizarrement. Bon, j'exagère peut-être un peu, je suis un peu caustique, mais réellement, ça a été finalement le début de ses vrais ennuis, on pourrait dire. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait jusque-là, c'était un peu un original, c'était un peu un loufoque, etc. Le problème, c'est que quand il a commencé à traiter de ces choses-là, le problème, c'est qu'il a commencé à traiter les gens de manière complètement différente. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, il avait immigré aux États-Unis, qu'il n'avait jamais voulu s'embêter à réobtenir le droit de pratiquer comme médecin. Et donc, grosso modo, il a été attaqué par l'ordre local des médecins, qui s'en est pris à lui sur tout, en fait, sur sa manière de travailler et sur le fait qu'il commençait à redonner une espèce de lustre à cette vieille idée que la matière est sous-tendue par une énergie. Et entre autres choses, il avait trouvé une méthode. Il avait en fait construit des dispositifs assez simples d'ailleurs. Les plans sont sur Internet. C'est n'importe quel bon bricoleur serait capable de fabriquer ce qu'il appelait un accumulateur d'orgone. C'était une grande boîte avec du bois, enfin bref, c'est vite fait. Voilà. D'accord. Pour résumer. Chercher sur Internet. L'accumulateur servait en fait à accumuler l'énergie, de telle sorte que la personne qui se plaçait à l'intérieur de cette grosse boîte en ressortait énergisée. Dans les années 50, tout le monde trouvait ça fou. Vous avez essayé, non ? Alors, il se trouve que moi, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. Mais le concept d'énergie, Reich l'a appelé orgone, mais les Chinois appellent ça le chi, et on trouve ça tout à fait normal. Les Japonais l'appellent, je crois, le ki. Les Indiens appellent ça le prana.
Enfin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fin de compte. Simplement, Reich, en tant que médecin, avait toujours été fasciné par la question de savoir si la vie pouvait être réduite à des mécanismes, si on pouvait avoir une explication mécaniste du monde, ou si le fait d'avoir une conception qui ne soit pas mécaniste voulait forcément dire qu'on croyait en Dieu. Et lui ne voulait pas avoir à croire en Dieu. Et finalement, il a découvert l'énergie qui est le fluide vital. Alors cette énergie, on l'a dans le corps. Et ça, Gerda Boyson travaille avec, puis l'école de psychologie biodynamique travaille avec les courants énergétiques qui passent dans le corps. Et lorsqu'on fait une thérapie biodynamique, arrive un moment où on ressent l'énergie dans son corps et où on comprend qu'effectivement, là où elle est bloquée, là où la circulation ne se passe plus, eh bien c'est là qu'il y a des douleurs, des difficultés, et que ces difficultés, ces douleurs sont souvent en lien avec notre passé. On termine avec Reich, il a vraiment très mal fini. Il a très mal fini. En 60 ans, c'est jeune. 60 ans, c'est jeune. En fait, donc les autorités ont fini par lui interdire de vendre des accumulateurs d'organes. Comme il avait son petit caractère, lui aussi, il a juste refusé de se plier à allez, on va pas appeler ça du fascisme, mais ce diktat. Il a continué à les vendre et il a fini en prison où il est mort de manière assez mystérieuse. Voilà, on ne sait pas bien comment, parce qu'il était quand même plutôt en pleine santé. Juste, je précise parce que c'est sans vouloir noircir le tableau, on dit dans le bouquin qu'il détient un record mondial unique. C'est que c'est sans doute la seule personne dont les livres ont été brûlés à la fois par les nazis et par les Américains. Il reste Écoute petit homme. Ah mais tous les livres sont encore existent encore, ils sont réédités, etc. Mais à l'époque, ils avaient été interdits comme tout le reste. Donc heureusement, il avait suffisamment d'entourage pour conserver les livres, etc. Et aujourd'hui, on peut trouver quasiment toute sa bibliographie en anglais et souvent en français. Et il y a de pures merveilles. Écoute petit homme. Écoute pas. C'est pas un petit livre. C'est un petit livre passionnant. Et voilà, merci Juliette Gréco qui se trouve bien. Et j'espère que vous vous trouvez bien aussi sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, où nous essayons de comprendre, peut-être pas de pratiquer, puisque nous sommes dans les studios, la psychologie biodynamique avec Guillaume de Brébisson et Marc Bramy. En première partie, on a vu un peu que cette thérapie a été est venue plus ou moins de William Reich. On va parler de Gerda Boyson. Et alors, c'est une véritable dynastie maintenant. Elle est partie, elle nous a quittés en 2005. Mais elle a mis au monde 3 enfants qui nous parlent des enfants de cette femme. Les enfants Boyson. Alors, Gerda a donc eu 3 enfants qui sont Eba, qui est née en 1944, Mona Lisa, qui est née en 46, je crois, et Paul, qui doit être né en 48, de mémoire. Les 3 sont devenus thérapeutes. En réalité, la psychologie biodynamique, c'est pas que la création de Gerda Boyson, c'est la création de Gerda Boyson augmentée des intuitions et du travail de ses enfants. Alors, Paul a un statut un peu à part parce que lui, il a fini par quitter le giron de ce qu'on appelle la psychologie biodynamique aujourd'hui, parce qu'il a créé sa propre méthode qu'on appelle l'analyse psycho-organique. Il a sa propre école, voilà. Eba et Mona Lisa sont restées un peu plus proches de leur mère. Elles ont continué vraiment dans la même veine et elles ont apporté, elles, des développements assez extraordinaires à la méthode, et elles continuent à travailler aujourd'hui. Eba a 74 ans, Mona doit en avoir donc 72. Elles pratiquent toujours, elles ont une école à Berlin. Eba vient très souvent en France. Elle est à Paris en ce moment, pour tout dire. Voilà, les deux continuent à développer la méthode de Gerda. Elles sont restées à la fois très fidèles et elles ont corrigé des choses, ou en tout cas elles ont modifié des choses. Pour rendre la méthode encore plus efficace en fait. Et voilà, c'est une dynastie effectivement qui continue. Alors les centres, on trouve ces centres et ces écoles en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, dans d'autres pays aussi. Oui, dans d'autres pays, l'Autriche, la Suisse, l'Australie, le Brésil. Je crois que j'en oublie, mais c'est déjà pas mal pour une seule méthode
identifié de psychothérapie. Alors comment vous l'avez découverte? Parce que c'est pas très connu quand même. Étrangement, non. Enfin, chacun a son trajet. Moi, j'ai été en thérapie une année où il fallait absolument que j'y aille. et je me suis retrouvé guidé, enfin par la suite de rencontres avec une psychothérapeute qui s'appelle Marie-Hélène Sour, à qui j'ai dédié en partie ce livre, puisque c'est grâce à elle que je suis aussi devenu thérapeute. Et en suivant cette thérapie, en faisant ensuite des stages, j'ai abouti à l'école. Alors, je pense que Marc a un trajet un peu différent. Mais voilà, on finit toujours par tomber dans l'école de biodynamique, quoi. Oui, moi, j'avais un parcours également en psychothérapie par ailleurs. J'avais commencé en thérapie primale, la thérapie primale d'Arthur Janov, qui est un peu plus connue. Voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai voulu devenir thérapeute et j'ai commencé à me dire qu'il serait pas forcément idiot d'avoir un diplôme un peu officiel. Donc j'ai commencé un cursus de psychologie que j'ai fini. Et puis entre-temps, j'ai découvert par le biais d'une amie la biodynamique et ça correspondait bien à, comment dire, la direction. C'est-à-dire déjà un travail émotionnel, corporel, mais avec quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'entre autres choses, dans la biodynamique, il y a quelque chose qui nous pousse vers le plaisir, j'ai envie de dire. Il y a une emphase qui est mise sur le bien-être, sur le plaisir, sur la pulsation énergétique, plus que sur la douleur et la souffrance. Alors justement, on va voir quels sont les principes. Le principe du noyau sain. Alors, premier principe. Le noyau, enfin, c'est une des choses magnifiques de la psychologie biodynamique, c'est que elle postule justement l'existence du fait que à la base tout va bien. Et la base, là où tout va bien, c'est le noyau sain. Le noyau sain existe en chacun de nous. C'est cet état d'être qui correspond, par exemple, au moment où on regarde un coucher de soleil magnifique et où on est juste en paix, où on se sent juste bien. C'est l'état du petit bébé qui rit quand sa maman arrive ou que le chien ou le chat pousse une balle dans la pièce. C'est cette chose très très simple finalement, cet accès immédiat, instantané à la vie dans ce qu'elle a de plus simple qu'on appelle le noyau sain. Et en biodynamique, on considère que ce noyau sain, c'est à partir de là qu'on s'est constitué et qu'on a rajouté des couches de névrose, de malheur, de cuirassement, d'angoisse, etc., etc., mais que le noyau sain n'a jamais disparu et que par conséquent, on peut y accéder de nouveau par le biais du travail en thérapie, par le biais des massages, par le biais de la végétothérapie, etc. Il y a toujours un moment où finalement, on revient à la joie, tout simplement, à la joie d'être là, d'exister et d'être juste bien. Et petit à petit, ce qu'on essaye de faire en biodynamique, c'est d'habituer le patient à revenir de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps à chaque fois dans son noyau sain. Ensuite, c'est la personnalité primaire. La personnalité primaire, c'est un concept qui est très lié en fait au noyau sain. C'est la personnalité d'origine qui est, elle, en contact avec son noyau sain, qui, par le biais de toute cette histoire, finit par devenir une personnalité secondaire, qui est la personnalité modifiée, la personnalité du masque social, la personnalité du faux self. Voilà. C'est un concept qui est proche, on va dire. La personnalité primaire est en lien, en connexion perpétuelle avec son noyau sain. Ensuite, il y a la personnalité secondaire. Alors, la personnalité secondaire, écoutez, c'est assez simple. On est un enfant, on a envie d'aller courir et de jouer toute la journée, et on a des parents qui nous obligent à faire des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire, comme mettre le couvert, être là à l'heure pour le dîner, se coucher alors qu'en fait on a envie de regarder la télé ou de jouer. Et en fait, ce que l'enfant comprend avec tous ces ordres qui lui sont donnés, c'est que soit il désobéit et il perd l'amour de ses parents, soit il obéit et il conserve l'amour de ses parents. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il finit toujours par obéir, mais en obéissant, il perd le contact avec son élan premier. L'élan premier, c'est la personnalité primaire. Le fait d'obéir est
progressivement de perdre le contact avec cet élan premier, c'est la personnalité secondaire. La personnalité secondaire, malheureusement, c'est nous trois, par exemple, ici, et toutes les personnes qu'on rencontre partout qui obéissent à leur rôle social et qui font ce qu'on leur demande de faire. En règle générale, c'est ça. La personnalité secondaire, c'est qu'on a complètement... On ne sait plus être qui on est au fond de soi. On ne sait plus être juste bien, juste heureux et joyeux. Vous devriez le savoir si vous pratiquez la psychologie biodynamique. Alors, on sait un petit peu. Bon, j'espère. Quelques idées. Alors, la névrose est le mécanisme qui aboutit à la constitution d'une personnalité secondaire. Ça, c'est quand c'est au paroxysme. On arrive à une névrose, non? Alors, on est tous un peu névrosés. Hein. La névrose, c'est justement le fait que l'expression de l'énergie dans le corps et dans la psyché se dévie de façon à correspondre au conditionnement qui est d'abord un conditionnement familial, qui ensuite est le conditionnement de l'école, qui ensuite est le conditionnement social dans son ensemble. C'est ça la névrose. Dans l'histoire de la psychologie, il y a eu ce genre de termes, névrose, psychose, état limite, etc., ont eu plein de définitions. Donc, au temps de Freud, une névrose, c'était quelque chose de bien plus grave que ce qu'on dit. Voilà, c'était. Aujourd'hui, dans cette acception qu'on utilise, la névrose, c'est tout le monde. À minima, on a tous plus ou moins été déviés d'une espèce de courant naturel qu'on appellerait, nous, la personnalité primaire de notre noyau sain. Et on a tous bâti quelque chose qui n'est pas tout à fait nous. C'est ça que nous, on appelle la névrose. C'est pas forcément un truc abominablement pathologique. C'est quelque chose de plus général. Le livre est intéressant aussi à lire pour des parents, puisque il y a toutes les phases du développement, le segment et le rôle des parents. Donc, on reprend l'enfant à la naissance. Et ça, c'est tout intéressant de savoir que si l'enfant rencontre un regard froid, agressif ou trop envahissant, ou pas de regard du tout, l'énergie se retire de ses yeux. C'est intéressant, cette importance du regard de l'enfant. Le regard, c'est le premier point de contact de l'enfant avec le monde. Vous savez, on a peut-être un petit peu oublié les uns et les autres que c'était qu'un bébé parce qu'on n'en a pas toujours un dans son entourage. Mais la même chose se produit avec les animaux, avec les chats ou les chiens, par exemple. On attrape d'abord l'enfant par le regard. Et lorsque le bébé naît, la première chose qu'il fait, c'est de chercher le regard de sa mère. Si la mère est absente à ce moment-là, pour plein de raisons, elle peut être juste totalement épuisée, eh bien, le bébé ne trouve pas son point d'ancrage. Et déjà, ça commence à aller mal. Marc pourra en dire beaucoup plus sur le stade des développements psychosexuels de l'enfant. Oui, et en même temps, là, tout de suite, ce que j'aurais envie de dire, c'est que faut pas non plus en faire un anathème. Un des apports aussi de la biodynamique, et je pense qu'on va en parler, c'est l'idée que le corps est aussi capable de digérer les émotions, de digérer le stress. Et donc, ce qui se passe n'est pas forcément un drame, parce qu'il peut se passer des tas de choses derrière qui viennent réparer, et le corps peut aussi peut se réparer de lui-même. Mais disons simplement que ça, c'est plutôt un modèle général du genre de choses qui peut aller mal à telle ou telle période de la vie. Voilà, ça, ces phases, elles ont été identifiées il y a très longtemps. Il y a évidemment des tas de débats depuis un siècle chez les psychanalystes sur la question de l'existence de ces stades et lesquels ils sont, pardon. Mais voilà, ce modèle-là, qui était celui qu'utilisait Reich, on l'a gardé en biodynamique parce qu'il est quand même assez utile, il est pertinent, cliniquement il a du sens, mais voilà, on n'en fait pas non plus un modèle indépassable. Dans certains pays scandinaves, par exemple, on limite généralement les visites aux nouveau-nés dans les premiers temps, ce qui, pour cette raison-là, est judicieux, puisqu'il est dit aussi que il faut pas forcer le bébé à regarder tout le monde autour du berceau. Le bébé, donc c'est un bon livre pour les parents sur tout ce qui concerne le rôle des parents et puis
tout ce qui se passe de la naissance à 3 mois, la première année, de 2 à 3 ans, etc. C'est bien fait qu'il a écrit cette partie-là. Je ne sais plus qui l'a écrit. Je ne me rappelle pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on a. Je crois que c'est toi. Mais c'est possible. On a tellement collaboré, on s'est tellement échangé les textes. Tous les deux sur tous les chapitres. Bon, c'est pas grave. Alors, parlez-nous des segments, parce que ça, c'est important aussi. Ah, les segments. Alors, la notion de segmentation, c'est aussi quelque chose qui vient de Reich à l'origine. C'est l'idée que il s'est rendu compte, en étudiant les cuirasses, il s'est rendu compte qu'en réalité, on pouvait diviser grossièrement le corps en 7 parties. Qui sont alors, pour le dire rapidement, le premier segment, c'est le segment oculaire, donc qui est autour des yeux, des oreilles, puis le segment oral, autour de la bouche, le nez, puis le segment cervical, le cou, etc., jusqu'au dernier segment qui est le segment pelvien. Et en fait, encore une fois, il se basait sur un paradigme énergétique. Et l'idée, c'est que entre ces segments, il peut y avoir des cuirassages, il peut y avoir des coupures énergétiques qui empêchent l'énergie, qui empêchent le mouvement de passer. Ça, c'est l'aspect énergétique, c'est l'aspect corporel. Et avec ça, va un aspect caractériel. Ce qu'on disait tout à l'heure. Les phénomènes corporels sont accompagnés de phénomènes psychiques. Voilà. Et énergétiques. Il y a quand même une ressemblance avec les chakras. On dit qu'il n'a pas du tout étudié ça. Pourtant, l'orgone, c'est quand même l'énergie universelle. Et ces segments ressemblent aussi, puisqu'ils sont 7 à des chakras. Vous faites l'analogie avec le ver de terre. Oui, le ver de terre. Alors, le ver de terre, c'est une analogie reichienne. Il explique que le ver de terre, quand il se déplace, on voit très bien que l'énergie circule dans tout le corps à sa façon de se déplacer. Et il dit, si on coupe, si on met un petit bout de ficelle entre 2 bouts du ver de terre, l'énergie passera plus, le ver de terre pourra plus se déplacer. Et il explique que finalement, nous sommes tous à la base un ver de terre, puisque nous sommes construits autour d'un tube qui va de la bouche à l'anus, et que ce tube, c'est le lieu de tout ce qu'il y a de plus ancestral en nous, de plus primaire, c'est ce qu'on appelle l'ossa. Dans la psychanalyse classique. Et c'est intéressant parce que on a là un lien direct entre la psyché, parce que le ça, c'est une invention enfin de Freud, qui décrit quelque chose de purement psychique, et le Freud et de Grodeck, et le tube, le tube, il est tout à fait corporel. Donc là, on est en plein dans le psychocorporel inventé par Reich. Et donc, Gerda Boysen, ça s'écrit B-O-Y-E-S-E-N, a situé le siège primordial de nos besoins et leur voie primaire de satisfaction dans le tube digestif et plus particulièrement peut-être dans l'intestin. On serait qu'un gros intestin, un gros tube digestif. Effectivement, c'est le siège de nos instincts primaires, et surtout ce qu'elle a identifié et qui est sa grande trouvaille. Enfin, je veux dire, elle a quelques découvertes à son actif qui sont assez colossales, mais celle-là, c'est la grosse découverte. C'est que, en fait, elle a suivi une intuition de Reich qui disait que il était certain qu'il y avait dans le corps un organe, et un organe dont il supposait qu'il était pulsatoire, un organe qui serait destiné à évacuer les résidus du stress, le surplus de stress. Et en fait, Gerda Boysen a fini par l'identifier. C'est-à-dire que quand elle travaillait à l'époque en hôpital psychiatrique avec des psychotiques, etc., elle a fini par se rendre compte que les patients qui évoluaient le mieux étaient ceux qui avaient des bruits intestinaux, des borborigmes, pendant qu'elle les massait. Et elle a fini par mettre les choses bout à bout et à comprendre que l'organe du corps qui est dédié à la digestion du stress, littéralement, c'est l'intestin. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de ça, le deuxième cerveau, etc. C'est assez récent, ça fait quelques années quand même. Donc ça serait elle qui en aurait parlé peut-être au départ. Elle a travaillé sur les émotions. Donc la question que posait Gerda Boysen, c'est ok, je sais que quand tout va mal, par exemple, un patient qui est vraiment dans un sale état en séance, peut-être qu'il va se mettre, par exemple, à hurler, à pleurer ou à vomir. Imaginons, vraiment, s'il va vraiment très très mal. D'accord.
je peux aussi imaginer que le même patient, à la fin de la séance, aille aux toilettes et une diarrhée. Enfin, on parle vraiment de choses très très concrètes. Hein. On est dans le corporel pur. Elle dit mais quand même, c'est bizarre. Il doit bien exister une façon d'éliminer les émotions qui soit une façon douce et en même temps une façon dirigée vers le bas, puisque vers le haut, on sait, c'est la parole ou les pleurs, mais vers le bas, qu'est-ce que ça pourrait être ? Et elle découvre avec les bruits de l'intestin qu'elle se met à écouter avec un stéthoscope pendant qu'elle masse les gens, que en fonction des bruits, on voit si l'émotion se digère ou pas. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fantastique, parce que effectivement, quand on masse quelqu'un, on va par exemple lui toucher le bras, et puis on va entendre un bruit comme Vous entendez ça, vous ? On entend ça, absolument. Ou bien, on va lui toucher un autre endroit du corps, par exemple l'avant-bras, et là, on va entendre... Dans l'intestin. Ah oui. Dans l'intestin. Donc, l'intestin est en lien avec ce qui se passe dans d'autres endroits du corps, et il traduit à sa façon, par un langage qu'on apprend à connaître, si ça va ou si ça va pas, et il a plein de manières différentes de le dire. On entend des bruits parfois très, très étonnants. Ouais. Bon, on va faire une pause. Et on reprend pour cette troisième partie et dernière partie d'émission avec Guillaume de Brébisson et Marc Bramy. Nous parlons de leur livre aux éditions Interéditions, Comprendre et pratiquer la psychologie biodynamique. Là, on a parlé de Reich, on a parlé de la fondatrice, Boyson. Où est-ce qu'on en est là, en 2018, de cette psychologie biodynamique ? Aujourd'hui, la psychologie biodynamique est représentée en France par l'école de psychologie biodynamique qui a été fondée il y a un petit peu plus de 30 ans par François et Christiane Lévin, qui ont été formés directement par Gerda Boyson en Angleterre, donc là où elle avait sa propre école. Et puis, ils ont décidé, avec l'accord de Gerda, d'amener l'enseignement de la psychologie biodynamique en France. Et en 30 ans, l'école a formé, je crois, un peu plus de 500 thérapeutes, ou peut-être encore un peu plus que ça. Et cet enseignement se poursuit avec une équipe de formateurs qui est assez étonnante, parce que pour l'immense majorité d'entre eux, ils ont été formés directement, eux aussi, par Gerda Boyson, et ils souvent sont internationaux, c'est-à-dire qu'ils enseignent dans d'autres pays que la France. Ce qui fait que l'enseignement de la psychologie biodynamique aujourd'hui est quelque chose de très cohérent, et c'est un corpus qui est assez solide, consistant, quoi. Un corpus qui a été étayé aussi par le livre de François Lévin qui est paru, je crois, 3 ans ou 4 ans avant le nôtre, et qui s'intitule « Psychologie biodynamique, une thérapie qui donne la parole au corps », un livre qu'il a coécrit avec Myriam Gablier, une journaliste. Et ça a été une pierre importante à l'édifice de la psychologie biodynamique en France aujourd'hui. Et puis, il y a des développements à la psychologie biodynamique que tu connais mieux que moi, je crois, Marc. Il y a les développements de ce que font toujours les filles Boyson. Il y a ce que développent aussi ces formateurs qui ont fondé l'école et ceux qui travaillent avec. Et puis, il y a tout un tas de jeunes qui commencent à arriver et qui prennent les choses par un autre biais. Nous, c'est le biais de l'écriture parce que c'est notre truc. Et puis parce qu'effectivement, il y a besoin d'écrit. Parce que en fait, il y a un paradoxe avec la psychologie biodynamique. Comme vous l'avez dit, elle n'est pas très connue. C'est super étrange parce qu'en fait, les filles Boyson, les époux Lévin et les gens qui sont autour d'eux sont extrêmement respectés dans le monde des thérapies psychocorporelles. En France, évidemment, mais en Europe, ils sont super connus, super respectés, etc. Et pourtant, le grand public connaît peu la psychologie biodynamique. Comme on le disait, il n'y a pas beaucoup d'écrits. Et donc, entre autres choses, il y a tout un mouvement en ce moment pour essayer
de mettre du texte sur la biodynamique, ce qui est pas facile, parce que c'est vraiment une thérapie expérientielle. La formation qui est offerte par l'école est très expérientielle. C'est-à-dire que c'est plus une... Combien d'années? 5 ans? 5 ans, oui. Ouais. Et alors, pour trouver des thérapeutes, il y a un site? Pour trouver des thérapeutes, c'est facile. Il y a une association qui est l'association des anciens de la biodynamique qui s'appelle l'APPB, donc APPB, et le site c'est appb.org, sur lequel il y a un annuaire des thérapeutes biodynamiques qui exercent dans toutes les régions de la France. Donc là, c'est vraiment très simple de trouver un thérapeute psychocorporel biodynamique près de chez soi. Une séance dure combien de temps? Ça peut être 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend de la personne, ça dépend du cadre du thérapeute, mais voilà, ça tourne autour d'1 heure à 1 heure et demie. Et sur la durée, vous les gardez combien d'années? C'est très variable. C'est plutôt une thérapie à moyen terme, on va dire. Voilà, c'est 6 mois. Alors, en 6 mois, on peut faire beaucoup de choses. Je dirais plutôt que c'est 3-4 ans. 3-4 ans, on a vraiment plus que des grossis. En 6 mois, il peut se passer des tas de choses. Il peut se passer des choses en 2 séances. Hein. Simplement, moi, si quelqu'un vient me voir et qu'il peut venir qu'une fois, je vais pas creuser pareil. Est-ce qu'il y a des exercices à faire à la maison après, une fois que vous avez découvert où était le nœud dans le verre? Il y a un exercice que j'adore, mais qui suppose d'avoir déjà fait quelques séances avec un thérapeute, qui consiste à s'allonger sur son lit et à écouter ce qui se passe dans son corps. Et parce que bien souvent, on ne se donne pas le temps de faire ça. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des tas de petits mouvements intérieurs. Et ces mouvements intérieurs, c'est l'énergie qui parle. Et c'est la meilleure manière de se reposer et d'aller bien. On peut mettre sa main aussi, et puis dès qu'on met sa main sur son estomac, parce que l'estomac aussi, il est bruyant. Hein. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais c'est l'estomac vibre aussi, mais c'est pas les mêmes bruits, et lui il digère pas le stress. C'est quoi comme bruit l'estomac là? Parce que je vous sens. Alors, est-ce que je saurais vous imiter? J'ai des enregistrements sur mon ordinateur. C'est dommage, j'ai pas prévu de. Non, je vais pas y arriver. Je suis désolé. Je chante faux. Là, je peux pas vous faire des bruits d'estomac, je peux vous faire d'autres bruits de péristaltisme si vous voulez. Allez-y. Je vous ai fait et je vous ai fait mais je pourrais aussi vous faire ça aussi. On entend parfois. Oui, il y a des trucs terribles, oui. Vraiment. Et c'est quoi alors ces bruits, à votre avis? Ça s'exprime, c'est quoi ces bruits? Alors la théorie de Garda, enfin elle a à l'époque beaucoup cherché, parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait une attitude assez scientifique, même si c'était quelqu'un d'assez fantasque et d'assez voire mystique par moment, mais elle avait aussi les pieds sur terre. On l'a dit, elle était psychologue et kinésithérapeute, donc et elle a vraiment cherché ce que disait la recherche à l'époque, et il y avait pas grand-chose, il y a toujours pas grand-chose d'ailleurs à ma connaissance qui explique ça, mais elle avait quand même trouvé que elle supposait que c'était des fluides qui s'évacuaient par l'intestin, la paroi de l'intestin qui se contractait pour évacuer des fluides chargés en énergie, ou des fluides chargés par des hormones, enfin des neurotransmetteurs type noradrénaline, etc., qui évacuent réellement le stress. Oui, parce que là, c'est pas des paix, c'est des bruits internes. C'est pas des paix, non. Il peut aussi y avoir des paix en séance. Il peut y avoir les deux aussi. On a un peu de tout. Donc, qu'est-ce que vous vouliez dire pour terminer l'émission? Donc, une école qui est sur Paris, elle est où l'école? À Montpellier? À Montpellier, à Paris et à Lyon. Donc il y a 3 lieux principaux en France d'enseignement de la biodynamique. Paris, Lyon, Montpellier. Une chose que je voudrais dire, c'est que si quelqu'un s'intéresse, si un de nos auditeurs s'intéresse à la psychologie biodynamique et qu'il a envie de savoir un petit peu ce que c'est, sans pour autant rentrer dans une thérapie, faire quelque chose de long, etc., sans prendre un engagement énorme, il y a une chose très simple qu'il peut faire, c'est s'inscrire à ce qu'on appelle un module. Les modules, ce sont des stages de 4 jours qui sont thématiques. Il y a un module sur le père, il y a un module sur la mère, évidemment. Il y a un module sur l'initiation au massage biodynamique. Il y a des modules sur plein de sujets. Il y en a à peu près 20-25. Donc il y a vraiment de quoi aller chercher tout ce qu'on veut. Et là, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances. Et on n'a besoin d'avoir aucune connaissance. Et c'est une rencontre immédiate avec le fonctionnement de la biodynamique. Et ça donne un très très bon point de départ pour savoir si on veut en faire plus ou pas. Et il y a aussi autre chose qu'on appelle l'école pratique. C'est une comment dire, ce sont les étudiants de l'école qui, au bout d'un certain temps, donnent des massages
se forment. Oui, ils se forment et ils donnent des massages à des personnes extérieures. Donc ça peut être très intéressant pour les gens qui veulent découvrir et voir simplement l'effet des massages. On rentre pas dans la thérapie et pourtant presque systématiquement, disons. Ils servent de cobayes, un peu comme chez les ostéos, non? Eh ben, j'appellerais pas ça des cobayes parce qu'en général, ils en retirent vraiment quelque chose. C'est assez fréquent qu'au bout de 8-10 séances, il y ait quelque chose qui est changé. Alors, l'école, on la trouve où? Alors, les modules. Faut aller sur le site de l'école, donc qui doit être psychologie-biodynamique.fr. Voilà. Je vous remercie tous les deux, Guillaume de Brébisson, Marc Bramy. Le livre s'appelle Comprendre et pratiquer la psychologie biodynamique. C'est aux éditions Interéditions. Une formule biodynamique pour nous donner la pêche. Citation, quelque chose qui vous viendra à l'esprit. Restez en contact avec votre noyau sain. Restons en contact avec notre noyau sain. Pas mieux. Il n'y a pas mieux. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci.